J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette table ronde de clôture du Salon des JDL 2023 avec une thématique très particulière. On va parler d'un chantier incroyable, le chantier du siècle, qui est celui d'ITER. Alors pour en parler, nous avons 4 invités. Laurence Prudhomme, à ma gauche. Vous travaillez pour la société Daher. Bonjour Laurence. Bonjour. À votre gauche, nous avons Jérôme Dumas de la société CFT. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et puis à ma droite, la société Istran avec Jérémy Bonneau. Bonjour. Et Julien Fribaud de la société Capel. Bonjour Julien. Alors pour commencer, je vous propose de regarder une vidéo sur le chantier ITER. Ça nous permettra de comprendre l'envergure de ce projet. Voilà, donc là on est au cœur du projet. C'est l'un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l'énergie. C'est un projet qui date de la rencontre entre Reagan et Gorbatchev. C'est un projet politique qui rejoint une intention scientifique. C'est un produit issu de la guerre froide. Mais le chantier a démarré beaucoup plus longtemps après, en 2003-2004. Il est installé dans le sud de la France, plus précisément à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Et surtout, ça concentre 35 pays, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. 35 pays qui sont engagés dans la construction d'un grand tokamak. Alors pour rappeler, un tokamak, c'est une machine expérimentale qui est conçue pour démontrer la faisabilité scientifique et technique de l'énergie de fusion. Et là, la machine doit démontrer que la fusion, donc l'énergie du soleil et des étoiles, peut être utilisée comme une source d'énergie, mais à très grande échelle, non émettrice de CO2 bien évidemment, et pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, sur le site de Cadarache, c'est 190 hectares, un territoire que la France a concédé pour le projet. Et puis 500 entreprises sont mobilisées pour construire ce gigantesque réacteur. C'est assez intéressant, c'est que on est dans le droit international sur ce projet. C'est une enclave internationale dans le droit français, un chantier qui, dans la réglementation, est française, mais également européenne. Et puis dans un contexte juridique propre à lui. Alors là, nous allons parler avec Laurence Prudhomme. Vous êtes en charge sur le département des projets industriels. On va revenir au plateau. Merci pour la vidéo où on voit vraiment le gigantisme de ce projet. Des pièces et des composants. Oui, donc moi je travaille pour le groupe Daher. Le groupe Daher qui est le logisticien du projet ITER. Daher, c'est un groupe familial qui a été fondé il y a environ 160 ans par Paul Daher à Marseille et qui est spécialisé dans le transport maritime, les projets complexes et la logistique. Et au début des années 2000, Daher s'est un petit peu diversifié sur le secteur de l'aéronautique pour devenir maintenant se positionner sur 4 métiers complémentaires qui sont le métier d'avionneur, d'industriels, de prestataires de services industriels et de logisticiens, bien évidemment. Là, vous êtes rentré dans un projet, en quelle année sur le projet vraiment tout au début, aux prémices du projet? Aux prémices du projet, donc Daher a été choisi par ITER au terme d'un long appel d'offres qui regroupait 94 candidats. En 2012, donc, Daher a signé un contrat cadre avec l'organisation internationale ITER pour le transport et la logistique des composants du projet. Donc vous êtes le donneur d'ordre. Oui. Quel est l'objectif principal ? Alors l'objectif principal, évidemment, c'est de assurer la logistique de bout en bout, c'est-à-dire depuis les usines de fabrication de l'ensemble des membres du projet ITER, depuis donc les usines de fabrication jusque sur le site de Cadarache. Et d'en assurer également la logistique sur le site. Une fois que les composants ont été livrés sur le chantier de Cadarache, nos équipes logistiques prennent le relais et assurent toutes les activités logistiques de réception, d'entreposage, de préservation des composants durant la période de stockage et de relivraison vers le chantier lorsque le chantier les appelle pour la construction du fameux tokamak. Vous êtes le chef d'orchestre finalement de ce chantier ITER. Comment ça s'organise dans la partie logistique? Parce que quand les pièces elles arrivent, alors elles sont très volumineuses, on en parlera tout à l'heure avec Julien et Jérémy. Mais concrètement, sur le plan du transport et du levage,
Comment ça fonctionne? Alors oui, effectivement, il y a 3 types de composants. Des composants dans le gabarit qui sont transportés en conteneur ou en camion classique. Des composants un peu plus exceptionnels qui sont transportés sur les itinéraires de transport exceptionnels, là aussi classiques. Mais surtout, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont ces composants de très gros gabarit qui s'appellent dans le lexique ITER, qui s'appellent des Highly Exceptional Loads, des HEL. Et qui sont transportés donc principalement par voie maritime, depuis les usines, les pays émetteurs, jusque sur le port de Fos. Donc voilà, les marchandises arrivent à Fos-sur-Mer. À Fos-sur-Mer, sur des navires équipés de grues, des navires gréés, puisque ce sont des composants dont la masse va jusqu'à 600 tonnes. Pour les plus lourds. Donc ces composants arrivent à Fos-sur-Mer, sont déchargés par les moyens du navire sur des remorques spécifiques affrétées au GIE Istranz-Capelle, qui sont positionnées le long du quai, déchargés directement sur les remorques, transférés temporairement en arrière-quai en attendant justement la suite du transport, c'est-à-dire un transfert par barge entre Fos et Berre, puis un transport routier sur l'itinéraire ITER dédié, spécifiquement aménagé pour ces composants, depuis Berre jusqu'à Cadarache. Alors, on a, je pense, des milliers de composants d'une grande sensibilité. Comment vous sécurisez toutes ces opérations de transport et de logistique? Oui, la sécurisation, c'est un enjeu majeur de la mission de Daher. Je dirais que les maîtres mots sont préparation et anticipation. C'est ce qui nous anime, nous, chez Daher, mais également avec l'ensemble de nos sous-traitants et de nos partenaires. Et c'est la raison pour laquelle donc Daher, premièrement, s'est doté d'un bureau d'études important pour préparer, analyser l'ensemble des schémas de transport et de manutention des composants critiques. Daher assiste aussi, le bureau d'études assiste aussi ITER dans la conception de matériel de châssis de transport ou de matériel de levage des composants critiques, si nécessaire. Par ailleurs, chaque composant critique, ces fameux HEL, font l'objet systématiquement d'une phase de préparation extrêmement minutieuse qui peut durer entre 3 et 9 mois avant le début du transport, qui implique donc Daher, notre bureau d'études et également tous les partenaires ici autour de la table, mais bien d'autres, le client, ITER Organisation, ainsi que les autorités locales, puisque nous sommes fortement aussi liés avec les autorités locales de Fos et de la région pour utiliser cet itinéraire. Donc le maître mot, c'est vraiment la préparation minutieuse des transports. Alors, vous êtes sur des charges très importantes, de gros volumes. Vous arrivez sur la voie publique. Oui. Comment ça se passe, cette particularité? Est-ce que vous fermez? Est-ce que vous roulez plutôt la nuit? Comment ça s'organise? Oui, effectivement. Donc l'itinéraire ITER, qui est un itinéraire qui a été spécifiquement aménagé pour le projet, est un itinéraire d'environ une centaine de kilomètres depuis Fos, puisque l'itinéraire démarre à Fos, depuis Fos jusqu'au site de Cadarache, via Berre-l'Étang. Et cet itinéraire, bien que spécifique, aménagé, emprunte pour 80% des voies publiques. Des routes nationales, départementales, qui doivent être fermées pendant la durée des transports. C'est la raison pour laquelle les transports de ces gros composants HEL ne se font que la nuit. Entre 22h et 5h du matin. Nous avons des règles extrêmement strictes qui nous ont été données par les autorités locales pour utiliser cet itinéraire qui, quand même, je dois le préciser, traverse 16 communes, 4 autoroutes, une voie ferrée. Donc, l'ensemble de ces contraintes doit être prise en compte par nos équipes, par les équipes qui réalisent les transports, afin d'assurer un transport fluide, mais aussi la sécurité des habitants, des automobilistes, du public. Et c'est aussi la raison pour laquelle les transports sont escortés par la gendarmerie, un escadron entier, c'est-à-dire environ 80 gendarmes qui escortent le convoi, qui ferment les routes
en amont du convoi et les réouvre une fois que le convoi est passé pour assurer la sécurité du public. Pour aller au bout de la sécurité, est-ce que vous traquez chacun des composants pour savoir où ils se trouvent à l'instant T? Absolument, puisque nous avons quand même, donc nous avons des composants qui sont extrêmement volumineux et qui prennent l'ensemble de la voie. Donc, si nous devions avoir un pépin, un problème, une panne, il faut pouvoir se parquer immédiatement sur une aire de secours qui sont prévues à cet effet tout le long de l'itinéraire. Et Daher, pour cela, a créé une control room qui effectivement suit seconde par seconde l'évolution du convoi, la progression du convoi, qui est le convoi qui est équipé d'une puce GPS. Qui permet de le suivre tout le long du convoi, tout le long de sa progression et d'analyser, de vérifier si le convoi est bien dans à la bonne heure, au bon endroit, pour faire simple, et en cas de problème, de pouvoir l'aiguiller immédiatement vers une aire de secours pour ne pas gêner la circulation. Donc on est sur un transport multimodal, on l'a vu tout à l'heure. Sur la partie transport terrestre, je me tourne vers vous, Jérémy Bonneau et Julien Fribaud. Vous êtes tous les deux sur deux sociétés différentes, mais vous travaillez ensemble au travers un GIE. C'est bien ça. Voilà. Alors peut-être Jérémy, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est construit ce GIE et puis le rôle puis chacun nous parlera de son rôle. Alors historiquement, avec Daher, on a un passif assez présent, assez fort, puisque c'est des clients à nous depuis très longtemps. Le choix de monter un GIE avec la société Capel, ça nous paraissait logique, puisque le programme ITER regroupe plusieurs pays, plusieurs nationalités. Donc ça semblait logique de se regrouper en tant que transporteur pour apporter une solution commune au projet, justement en prenant les forces de chacun pour proposer la meilleure prestation de service possible. Donc, dans le GIE, on utilise nos propres moyens, que ce soit les moyens Istrans et les moyens Capel. On les met en commun. La communication, comme le parlait Laurence, est la clé du succès de ce programme. On peut vraiment parler de synergie tous ensemble. Cela nous permet, en amont, de préparer l'arrivée des composants, des différents composants, que ce soit des plateaux, les petits containers ou les très gros colis. Donc, il y a énormément de réunions préparatoires, que ce soit avec Daher, et même entre nous au sein du GIE, au moins une fois par mois à peu près, ou plus si besoin, si les besoins de composants l'imposent. On se réunit comme ça pour échanger, discuter des différents plannings et justement de la répartition au sein du GIE, de qui met les moyens, sur quel moyen, sur quel composant, avec aussi CFT qu'on intègre à ces réunions. Donc c'est un GIE à 50-50. Tout à fait. Alors qui fait quoi concrètement? Alors dans le transport, on va peut-être... Oui, Julien. Vas-y. Sont aptes à effectuer l'intégralité des opérations si nécessaire. Le côté Istrans s'occupe généralement de tout ce qui est déchargement de bateaux, chargement de barges, brouettage. Capel, on s'occupe plutôt de la partie routière, mais on est interchangeable sur les deux. C'est lié aussi aux habitudes d'entreprise, voilà, on s'organise, mais là, typiquement, on a bientôt un convoi où Istrans va faire la partie routière pour des raisons de disponibilité, de praticité. Après, l'avantage aussi que l'on peut rencontrer, c'est la flexibilité, parce qu'il faut être énormément flexible par rapport aux contraintes des navires, comme c'est des trajets qui sont longs, des composants qui viennent en général du Japon, de Corée, de Chine ou des États-Unis. Il y a la contrainte maritime avec des tempêtes qui peuvent se produire. D'ailleurs, on est en plein là-dedans en ce moment. Donc, c'est vrai que la flexibilité est très importante. Donc, c'est vrai que ce choix que Istrans fasse le brouettage et le barging vient du fait qu'on est plus proche du port que Capel. Donc, là, la répartition, c'était plus logique qu'on s'organise de cette façon. Mais après, voilà, comme disait Julien, tout est interchangeable. On peut faire la route. Ils peuvent faire le brouettage et le barging si besoin. Le marché a commencé quand pour vous et il dure jusqu'à quand? Alors, le GIE a officiellement commencé en 2015. Le transport du premier composant s'est fait en décembre 2014 avec un transformateur de 87 tonnes. Là, à l'heure actuelle, on a des projections jusqu'en 2027 à peu près. Donc, c'est quelque chose qui évolue au quotidien puisque l'approvisionnement des pièces n'est pas figé dans le temps. Donc, il y a des modifications, des glissements sur le planning, des pièces en plus qui se rajoutent en plus des pièces initialement prévues. Donc là, on suit c'est pour ça que la communication est importante avec Daher. Aujourd'hui, la date du projet, de fin de projet, elle est pas déterminée. Non, elle n'est pas déterminée.
Oui, c'est assez exceptionnel. Donc, C'est un projet unique. ouais. Le tokamak, comme vous le disiez, c'est le plus gros tokamak au monde qui sera construit. Les composants que nous transportons sont des prototypes. Donc effectivement, d'un projet de cette ampleur est extrêmement long et il est difficile pour aujourd'hui d'en déterminer une date de fin. Néanmoins, les premières expérimentations de fusion démarreront aux alentours de 2030-2035. D'accord. Les dimensions, on a parlé tout à l'heure de 87 tonnes hein, pour un. Ça, c'est le premier. Le premier qui a été testé. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, quelles sont les dimensions un peu exceptionnelles et puis les poids exceptionnels que vous transportez, Julien? Les colis les plus gros font un poids autour de 600 tonnes. Et on est sur des longueurs couramment entre 10 et 20 mètres de long, on va dire, largeur jusqu'à 10 mètres 50. Oui. Et des hauteurs aussi qui peuvent être très importantes avec des 8 mètres 50 pour le VV, pour le secteur de chambre à vide, ce qui est très, très important. Il y a eu des investissements réalisés par vos deux entreprises, des investissements conjoints pour pouvoir transporter ces volumes exceptionnels? Alors, les deux entreprises détenaient déjà du matériel adapté, mais en raison du volume, de la fréquence et de la nécessité de maintenir nos activités aussi à côté, il y a eu des investissements communs faits par le GIE, partiellement financés par le GIE, mais c'est du matériel très exceptionnel, mais en fait couramment utilisé sur ce type de transport. C'est pas du matériel spécifique sur mesure. Quels sont les défis exceptionnels, Julien, chez Capel, auxquels vous devez faire face? Le plus exceptionnel, je dirais que c'est la réactivité et l'adaptation aux contraintes maritimes en particulier, puisque les plannings sont établis longtemps à l'avance, mais malheureusement, il y a la réalité, il y a la météo, et il faut s'adapter régulièrement. On échange très très régulièrement pour recaler des plannings, éventuellement changer le matériel qu'on a prévu pour l'adapter au planning. Donc voilà, grosse adaptabilité, et autant au niveau du matériel des personnels que des bureaux d'études parfois qui doivent réagir très rapidement pour faire des adaptations. Et chez Istran, quels sont vos défis? Les défis, les mêmes, hein, peut-être, mais voilà, peut-être d'autres aussi, je sais pas. C'est à peu près les mêmes. Après, on met l'accent aussi sur le maintien des compétences, parce que le contrat donc a commencé maintenant depuis un certain temps. Donc il y a un maintien de compétences de nos équipes sur du matériel sensible et exceptionnel à garantir pour maintenir une prestation de haute qualité. Donc l'intégration de nouveaux personnel au sein de ces hubs de transport est importante. Donc l'assimilation, la formation, l'accompagnement est très importante. Donc c'est vrai que l'enjeu personnel est vraiment primordial là-dedans, en plus en lien avec les dimensions hors normes de ces colis. Alors tout à l'heure, on avait une table ronde, on a parlé beaucoup sécurité avec la création d'un groupe de travail au sein d'EDF. Est-ce que au sein du projet ITER, vous avez un groupe de travail vraiment en lien avec la sécurité pour la partie transport, mais la partie hommes? En réalité, plus que de parler d'un groupe de travail dédié sécurité, c'est que tous les groupes de travail, sur tous les sujets, la sécurité est intégrée à tous les sujets. Récemment, on a fait un retour d'expérience sur les derniers convois routiers. C'est au cœur du sujet en permanence, quel que soit le sujet qu'on aborde. La sécurité des composants transportés, la sécurité aussi des usagers de la route qui peuvent être autour, la sécurité des personnels aussi impliqués sur les transports. En fait, c'est vivant, c'est en permanence. On n'applique pas une procédure figée depuis 10 ans. C'est à chaque transport les retours d'expérience positifs, voire moins positifs, qui font qu'on fait évoluer les procédures en permanence. À chaque transport, vous réunissez, puis vous faites un bilan de ce qui s'est passé? Systématiquement, nous avons des réunions de préparation où la sécurité d'ailleurs est évoquée à chaque fois. Mais après chaque transport, nous nous réunissons avec l'ensemble des participants, avec le client, avec les autorités, avec la gendarmerie, pour faire un retour d'expérience, un bilan et évidemment prévoir les actions correctives pour le prochain convoi s'il y a lieu. Et en parallèle aussi, avant chaque départ sur les nuits, parce que les composants voyagent sur plusieurs nuits, on fait des points de sécurité avant chaque départ. Donc tous les chauffeurs, on parlait tout à l'heure de traçabilité, tous les chauffeurs ont des tablettes connectées qui permettent de suivre le convoi, et il y a le roadbook qui est affiché dessus, donc ça leur permet de suivre en temps réel l'avancée du convoi avec les trajectoires à suivre et les vitesses à respecter, et il y a les points sensibles qui sont notés dessus. Voilà. Les vitesses à respecter, à quelle allure allez-vous avec vos camions?
Ça dépend un peu Ça du doit type être de très, très, composant. très, très lent. Ça Mais peut pour les être- plus gros, On est aux alentours des 5 on va km. pas dépasser les 5-7 km/h de moyenne sur les composants les plus gros. Quelle est la fréquence? Combien par an vous faites de transport pour ce projet? Tout volume confondu, hein, petit. Alors c'est assez fluctuant, ça varie d'une année sur l'autre, mais s'il faut sortir une moyenne en général, je dirais une centaine à peu près. Alors oui, une dizaine par an. Une dizaine Enfin, de gros colis. De très gros Convois, voilà. Un convoi exceptionnel Très parce gros. que entre le nombre de composants et le nombre de convois, il peut y avoir une différence dans le sens où, pour justement éviter de perturber la circulation du public, nous essayons aussi, quand c'est possible, de faire ce qu'on appelle des trains de convoi et donc de transporter plusieurs composants sur un même convoi, ce qui permet d'éviter aussi beaucoup de perturbations. Donc, Mutualiser, en fait. mutualiser. le transport. Aujourd'hui, on a livré environ 100, un peu plus de 170 composants de ces fameux HEL de très grosse taille sur le site ITER. Du coup, il y a un guidage qui peut se faire à pied avec des opérateurs autour. Ouais. Oui, ça arrive régulièrement sur des passages étroits, entre guillemets, c'est-à-dire que l'itinéraire est adapté, il est dédié, mais ceci dit, les composants sont aussi très gros, donc il y a régulièrement des endroits où on passe à moins de mètres, on va dire, d'obstacles divers. C'est prévu d'ailleurs sur les roadbooks, hein, c'est un impératif, le guidage à pied est obligatoire. C'est prévu à l'avance et ça se fait régulièrement. Et c'est un point aussi sur lequel on échange en termes de sécurité, puisque on est soumis à du détournement d'attention. Par exemple, les personnels qui guident à pied ont tendance à avoir leur attention portée sur le chargement, sur la marchandise, et peut-être moins regarder éventuellement ce qui se passe autour. D'où l'importance d'avoir des forces de l'ordre qui encadrent le convoi, qui empêchent l'insertion de véhicules, puisque nos personnels seraient exposés étant sur la route. Vous avez déjà eu des moments un petit peu compliqués, un peu tendus, avec des surprises? Des surprises, il y en a. Je vous dirais pas le contraire. Des véhicules qui s'intercalent dans le convoi, ça nous est arrivé. Mais le process est tellement rodé que toutes les situations délicates ou un peu exceptionnelles sont immédiatement traitées et une mini cellule de crise peut être mise en place sur le convoi. Avec un représentant d'AR, avec un chef de convoi, avec le chef d'escorte donc qui est issu de la gendarmerie pour analyser le problème, le résoudre et décider de continuer le convoi. Donc en fait, on est sur de la haute précision de transport. Donc on a parlé de la partie terrestre. Tout à l'heure, vous en expliquez, donc ça arrive par voie maritime. Oui. Je me tourne vers vous, Jérôme Dumas. Vous êtes chargé d'affaires colis lourds XXL au sein de CFT. Quelle est l'activité exacte de votre entreprise? Alors CFT, bonjour tout d'abord. CFT donc fait partie du groupe Sogestran qui existe depuis 1948, qui est armateur fluvial et maritime. Et nous aujourd'hui, on a la chance de participer au projet ITER en pouvant faire ce qu'on appelle vulgairement le barging, c'est-à-dire le transfert des éléments de Fos-sur-Mer à l'étang de Berre en traversant le golfe de Fos pour aller jusqu'à la raffinerie du port de la Pointe. Aujourd'hui, on a cette chance, nous, au sein du groupe Sogestran, d'avoir un bureau d'études qui nous a permis de construire, de perfectionner des unités, notamment une barge Chirocoli Beccio, dont je vous ai passé les différents éléments. Et compte tenu du planning ITER et surtout de l'évolution des colis, c'est-à-dire que perpétuellement le colis peut évoluer parce que le projet évolue, on a dû s'adapter aussi et aussi racheter, faire une nouvelle unité beaucoup plus grande pour transporter ces fameux colis de plus de 600 tonnes. Ça a été le vrai défi de CFT, c'est de pouvoir répondre aux clients, être capable de dire aujourd'hui tout ce qui arrive au port de Fos, nous vous l'emmènerons au port de la Pointe. Donc des barges très particulières. Absolument. Nous faisons les chargements en roll and roll-off, c'est ce qu'on appelle vulgairement le RORO. C'est-à-dire que nous allons transférer la remorque avec le colis du quai, de la terre, directement sur une barge, par une rampe qui est adaptée sur la barge, qui est en flottaison. Ensuite, le colis va être saisi avec sa remorque, et la barge, à ce moment-là, ensuite, va faire son transit maritime par le golfe de Fos, et ensuite la partie plus fluviale, en traversant pour aller jusqu'à l'étang de Berre. Voilà. En fait, il n'y a aucune manipulation du composant pendant toute sa phase de transport. Voilà. Il reste sur son socle de transport. Absolument. Voilà. On peut dire qu'on évite, dans ce milieu-là, on parle souvent de rupture de charge. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le colis est arrivé à Fos, et où il arrivera jusqu'à Cadarache, il est sur sa remorque, il est saisi,
il est surveillé et en aucun cas, il va être remanipulé jusqu'à son arrivée sur site. Et nous, CFT, nous sommes là pour faire cette petite partie du port de Fos jusqu'au port de la Pointe et en assurant la stabilité du colis. Assister, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue de sûreté avec la gendarmerie maritime, je permets de souligner parce qu'ils font un boulot exceptionnel. C'est pas toujours très facile. C'est un endroit un peu touristique, donc il y a beaucoup de monde sur les plans d'eau. Ils sont l'été. super. Donc vraiment, moi je voulais quand même leur rendre hommage. Voilà, c'était une parenthèse. Alors, du coup, il y a de nombreux défis, comme on a pu le voir avec Julien et Jérémy, mais au côté CFT aussi, pour vous, Jérôme, il y a des particularités à gérer que vous n'avez pas avec d'autres chantiers? Les particularités, on va dire que pour nous, le colis ITER, c'est-à-dire que c'est un one touch. On n'a pas le droit au coup d'essai, on doit réaliser. C'est comme je le dis souvent, j'ai dit on a des pré-olympiques, hein, on est comme les sportifs qui vont remettre leur titre en jeu. À chaque transport, on remet notre titre en jeu pour notre client. Il n'y aura pas de coup d'essai. Tout doit être planifié, tout doit être organisé en amont. Il ne doit pas y avoir de hasard. Des impondérables, des événements arrivent, et c'est pour ça, quand vous disiez tout à l'heure que des réunions s'organisaient, des plans de prévention, vous avez parlé d'EF, nous aussi, nous faisons ça, donc tous ensemble surtout, et on tient à ça, pour identifier le transport, le dérouler phase par phase, et notamment la nôtre, qui est de transporter de la terre, de quelque chose de terre, sur une barge en flottaison. On doit le saisir, on doit assurer la stabilité. Comment vous assurez la complexité sur la stabilité parce qu'avec 600 tonnes sur la barge. Alors, nous avons un bureau d'études, tout d'abord, qui va nous positionner le colis sur la barge, nous faire un séquencement. Nous allons ballaster. Les barges sont équipées de ballast. Nous remplissons les barges d'eau qui permettent de descendre en fonction de l'arrivée du transfert de poids. Voilà. Et c'est réglé évidemment comme du papier musique, comme Rolex. Voilà, à la seconde près. Ça nous permet d'être tranquille, de tranquilliser le transport et de le sécuriser. Nous, c'est notre principal. Et ensuite, une fois qu'il est chargé, qu'il a fait son transfert de la terre jusque sur la barge, il est ensuite saisi. Donc bien positionné, ça prend du temps pour faire tout ça, mais ça nous assure une certaine sérénité de prendre ce temps. La météo aussi, c'est un composant qui peut aussi faire basculer un petit peu les choses dans le transport. Complètement. C'est pour ça que pour éviter là aussi, on sait que la météo dans le sud, sur Marseille, elle est compliquée avec le vent. Et nous avons donc créé des limites. C'est pas des limites où ça nous empêcherait de naviguer, mais il a fallu à un moment donné faire des limites en disant on risque. Donc ça, elles ont été délimitées, elles ont été déterminées, avec les autorités compétentes, la capitainerie notamment, pour se dire que 30 nœuds de vent en rafale qui font environ 50 km/h, c'est pas beaucoup. Mais sur l'eau, avec des composants volumineux, ça pourrait nous faire dévier, on pourrait être un danger. Et en même temps, comme nous sommes sur l'eau, nous avons les problèmes de vagues, de hauteur d'eau, donc créés par le vent ou par les courants. Donc nous avons limité 80 cm. Vous allez me dire 80 cm, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup déjà. Je vais pas vous rentrer dans le détail du nombre de vagues qu'il faudrait, etc. Mais l'idée, elle est de dire, on se met des limites au-delà desquelles on ne pourrait pas naviguer. C'est propulsé. En fait, la barge est propulsée. Voilà. Alors, la barge est propulsée. La barge est propulsée dans ce qu'on appelle, nous, typiquement un pousseur de 2000 chevaux. Et la barge est attachée par des câbles en acier qui sont accrochés à la barge pousseur. Et la règle pour les traverser, les soucis que nous avons, c'est comme ce sont deux éléments attachés, liés, les risques de torsion. Donc c'est pour ça qu'on a déterminé 80 cm de houle pour les limiter. Comme ce ne sont pas deux blocs totalement accrochés, voilà. Ça c'est pour nous c'est notre point sensible. Voilà. Comment est organisé l'équipage sur la barge? Alors, combien de personnes et quel est le rôle de chacun? Sur la barge, nous avons des équipages en continu. C'est-à-dire que les personnels sont 6 à bord. Ils travaillent en continu. Nous avons 2 conducteurs plus des matelots qui travaillent à bord. Ensuite, nous avons, nous, au sein de CFT, une équipe colis lourd avec un chargé de projet qui planifie déjà le transport et qui va organiser avec les membres d'équipage préparer le transport. C'est-à-dire que tous ces gens-là, tous nos gens sont formés au ballastage de la barge, sont formés au saisissage, c'est important, mais ils travailleront en collaboration avec les dockers. Dans les ports maritimes, on est obligé d'avoir les dockers qui travaillent. Donc, tout ce petit monde doit travailler ensemble. C'est le plus difficile pour nous. Pour la partie barge, où on doit avoir travaillé avec le personnel routier, avec le personnel docker, plus nos personnels. Des gens qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent jamais ensemble. Et ça, notre fierté,
c'est d'avoir réussi à fédérer tous ces gens, créer une synergie accompagnée par Daher, évidemment, et puis avec heureusement, les transporteurs routiers qui ont mis du sien aussi, ça nous a permis de faire ces transports-là. Voilà. Combien de temps vous mettez pour traverser l'étang de Berre du première rive jusqu'à l'autre côté? Alors, avant de traverser, on fait ce qu'on appelle, on parle de sécurité, on fait aussi une reconnaissance de l'état de la mer. C'est important. C'est pour ça que quand je vous disais qu'il n'y a pas de coup d'essai, vous pourriez me dire pourquoi? Parce qu'on fait une reconnaissance avant pour être sûr que les conditions météo sont convenables. Et ensuite, on va déterminer entre 2 à 3 heures pour traverser le trajet. Le temps importe peu. Le temps importe peu parce qu'on passe d'une partie maritime. Ensuite, nous traversons le canal, la ville de Martigues, qui est un endroit beaucoup plus serré. Et ensuite, on repart dans l'étang de Berre, une autre configuration de navigation. Donc, le temps importe peu. On n'a pas un planning très serré au niveau du temps. On a de la latitude. C'est ce qui permet d'être tranquille, justement, et de pérenniser notre transport. Le but du jeu pour ces transports-là, pour qu'ils soient sereins, c'est ça, c'est prendre notre temps. Et vous, ça a été le transport le plus lourd, c'est aussi le composant 600 tonnes? Absolument, Voilà. oui. Vous faites des répétitions générales, pas comme avant un spectacle? Alors non, il y a eu une répétition générale qui a eu lieu en 2013, enfin 2 répétitions générales en 2013 et en 2014, qui ont permis toutes les deux de tester l'itinéraire ITER, puisque c'est un itinéraire finalement qui était aménagé, qui était nouveau, et il a fallu le tester. Donc Daher avait proposé, conçu et même construit une maquette qui justement avait les dimensions les plus importantes et le poids le plus lourd pour pouvoir tester l'itinéraire, que ce soit l'itinéraire barge entre Fos et Berre et entre Berre et Cadarache. Donc ça avait été fait en 2013 et 2014. En ce qui concerne les transports réels, nous n'avons pas de répétition générale en tant que telle, mais toutes ces réunions de préparation dont on a parlé sont nos répétitions en fait. Et un des éléments clés, c'est de lutter contre l'habitude, puisque on l'a dit, on est dans un projet long, sur le long terme, et il faut absolument lutter contre l'habitude, la routine, être toujours vigilant, et c'est la raison pour laquelle ces réunions de préparation, ces plans de prévention, ces routines, ces revues que nous faisons entre nous et avec le client sont indispensables. Donc là, en ce moment, on est sur l'assemblage du réacteur. Ça va prendre à peu près combien de temps cet assemblage du réacteur, vous le savez? Ça nous emmène à 2024, du réacteur, il a commencé en 2020 et aujourd'hui, il n'y a pas de date exacte qui a été définie, mais il devrait quand même s'achever aux alentours de 2028, puisqu'on disait que dans les plannings des colis très exceptionnels, on en avait encore jusqu'en 2027, bien que on va livrer des colis lorsque l'assemblage aura été fini, puisqu'il y a encore une petite finalisation après l'assemblage. Néanmoins, aux alentours de 2028, le tokamak devrait être assemblé. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller sur place? Ben oui. Oui. Ben oui, enfin, nous Daher, nous sommes, toutes nos équipes, nous sommes environ 80 dédiées au projet ITER. Toutes nos équipes sont localisées sur le chantier ITER. Et oui, nous avons eu la chance de pouvoir entrer au plus près du tokamak, jusque dans le hall d'assemblage où nous voyons nos composants. Tout le travail qui a été fourni finalement se réalise et on voit nos composants qui sont là, prêts à être assemblés sur le tokamak. J'avoue que c'est impressionnant. Oui, c'est un vrai privilège en tout cas. C'est un vrai privilège. Ben, je vous remercie en tout cas pour tous ces retours là sur ce projet incroyable qui est ITER, pour votre travail, pour ces convois exceptionnels. Et puis ben, je vous souhaite une très très belle continuité dans cette construction du tokamak. Et puis moi je vous dis merci pour toutes ces émissions qu'on a pu partager ces 3 jours durant pour les JDL. Et je vous souhaite une belle fin de salon. Il reste encore quelques heures pour aller découvrir les différents stands et exposants. Et je vous retrouve à très vite. Au revoir.